Il y a des hommes qui jouent les monstres à l'écran et qui, hors champ, reconnaissent immédiatement les innocences abîmées. Marlon Brando et Johnny Depp n'appartiennent pas à la même époque, pas au même cinéma, pas au même mythe. L'un a été la secousse fondatrice, le corps indocile du method acting, l'acteur qui a appris à Hollywood à trembler autrement. L'autre, des décennies plus tard, est devenu la figure paradoxale d'un cinéma populaire et fragile à la fois, un visage aimé, puis jugé, puis disséqué, parfois sans nuance, par la machine médiatique. Ils se croisent au milieu des années 1990 à un moment charnière. Brando n'est plus le jeune dieu insolent. Il est déjà une légende vivante, méfiante, fatiguée, imprévisible. Depp, lui, n'est pas encore l'icône mondiale qu'il deviendra. Il est un acteur qui cherche, qui se protège derrière des personnages, qui avance avec cette pudeur qu'on prend souvent pour de l'arrogance. Et puis il y a l'idée du rétrospectif. Parce qu'à 80 ans, l'âge auquel Brando s'éteint en 2004, on ne parle plus pour séduire. On ne parle plus pour gagner. On parle pour remettre de l'ordre. Pour déposer une dernière fois une vérité humaine, sans effet. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi ce moment précis où l'on convoque Brando comme une conscience pour évoquer Johnny Depp ? Parce que l'image de Depp a été ces dernières années l'objet d'une bataille mondiale. Une bataille de récits, de preuves, de montages, de passion collective. Et dans ce bruit, une question revient, obsédante. Qu'est-ce qu'on fait de l'innocence quand elle est blessée en public ? Que devient un homme quand sa vie privée devient un spectacle permanent ? Ce qui frappe dans les souvenirs rapportés par ceux qui ont approché Brando, c'est son dégoût de l'exposition intime, sa manière de protéger ou de punir quand on franchissait la limite. Depp lui-même a raconté, dans des entretiens publics, que Brando pouvait le reprendre sèchement, comme un père inattendu, dès qu'il sentait l'indiscrétion ou la naïveté menacée. Pas de leçon morale, plutôt une alerte. Ne donne pas ton cœur à la foule. Ce film commence là, dans cette tension entre deux solitudes. Brando, vieux lion, lucide sur la cruauté des regards. Depp, plus jeune, encore convaincu qu'on peut être compris si l'on se montre sincère. Mais au fond, qu'ont-ils vraiment vu l'un chez l'autre ce jour-là ? Brando a-t-il reconnu chez Depp une part de lui-même, le même rapport douloureux au jugement, à la rumeur, au malentendu ? Et si cet hommage n'était pas une phrase ni un discours, mais une transmission presque secrète ? Comment survivre quand l'innocence se fissure ? Johnny Depp n'a jamais ressemblé à un homme qui entre dans une pièce pour prendre la place. Il entre plutôt comme quelqu'un qui s'excuse presque d'exister, puis qui, une fois au travail, devient impossible à ignorer. Et face à Marlon Brando, cette attitude-là n'est pas un défaut, c'est une prudence de survie. Nous sommes au milieu des années 1990. Depp a déjà un parcours singulier. 21 Jump Street l'a rendu célèbre, mais il s'est empressé de fuir le confort de l'idole adolescente. Il choisit Tim Burton, il choisit les marges, il choisit les personnages qui tremblent plutôt que ceux qui dominent. Brando, lui, est à ce moment-là un monument paradoxal, une légende vivante dont la réputation oscille entre génie et chaos, tendresse et brutalité, lucidité et provocation. On raconte qu'il peut être d'une douceur inattendue et d'une cruauté sans préavis. Et cette ambivalence dans le monde du cinéma agit comme un test. Elle révèle très vite ceux qui jouent un rôle et ceux qui sont vrais. Leur rencontre se fait dans le cadre d'un film précis, Don Juan de Marco, 1995, réalisé par Jérémy Leven. Brando y incarne le docteur Mickler, un psychiatre vieillissant. Depp joue un jeune homme persuadé d'être Don Juan, le séducteur mythique. Le sujet, déjà, est une confession déguisée. Qui sommes-nous quand nous nous racontons une histoire pour tenir debout ? Sur le tournage, ce n'est pas seulement une collaboration, c'est une collision d'énergie. Brando arrive avec son aura et ses règles non dites. Il a déjà vécu la gloire, la violence du regard public, l'absurdité des interviews, la trahison des gens proches, l'exploitation de l'image. Il sait ce que le succès coûte. Depp, lui, ne le sait pas encore totalement. Il pressent, il devine. Mais il a encore cette idée presque romantique que le cinéma peut sauver, que l'authenticité finit par être reconnue. Dans des entretiens donnés plus tard, Depp évoquera Brando avec une forme de respect intime, pas seulement professionnel. Il ne parle pas comme un fan, il parle comme quelqu'un qui a été observé, évalué, et à certains moments, protégé. Car Brando ne se contente pas d'enseigner des techniques, il lit les gens.
Il repère les failles, parfois avant même que la personne les nomme. Ce qui se joue là, c'est aussi une rencontre entre deux manières de se défendre. Brando se défend par le contrôle, par la distance, par la provocation. Il peut casser l'ambiance, détourner une conversation, rendre une situation inconfortable, juste pour reprendre la main. Depp se défend autrement, par le personnage, par la discrétion, par une sorte de retrait poli. Et c'est précisément ce retrait que Brando remarque. Parce qu'il a connu lui aussi la surexposition. Il a connu l'époque où le public vous aime d'un amour vorace, puis se lasse, puis vous punit. Il a connu la célébrité comme une cage. Alors quand il voit ce jeune acteur déjà célèbre, déjà fragile, déjà observé, il comprend quelque chose. Depp n'est pas seulement talentueux. Il est vulnérable, mais une vulnérabilité cachée sous des couches d'ironie, de calme, de gentillesse presque obstinée. On dit souvent que Brando pouvait être imprévisible sur un plateau. Pourtant, cette imprévisibilité n'est pas toujours un caprice. Parfois, c'est une manière de déstabiliser les masques, de forcer l'autre à être présent, réellement présent. Depp, lui, n'a pas besoin de jouer au dur. Il n'a pas besoin de rivaliser. Et cette absence de compétition crée un espace rare. Brando n'a pas à écraser pour exister. Depp n'a pas à impressionner pour être accepté. Dans Don Juan de Marco, le lien entre leurs personnages raconte d'ailleurs une forme de passage de relais. Le psychiatre vieillissant est censé soigner le jeune homme. Mais c'est le jeune homme qui, peu à peu, réveille quelque chose chez lui. Un désir de croire encore aux émotions, au vertige, à la poésie de vivre. Brando joue cet éveil avec une gravité douce. Depp, lui, joue la conviction comme une armure. S'il cesse d'y croire, il s'effondre. Et quand Brando observe cela, il ne voit pas seulement une scène. Il voit un mécanisme humain. Il voit un garçon qui utilise le mythe pour se protéger du monde réel. Et il reconnaît, peut-être, ce qu'il a fait toute sa vie. Inventer des identités, se dissimuler derrière la performance pour ne pas être dévoré. C'est là que la rencontre devient autre chose qu'un souvenir de tournage. Elle ressemble à un avertissement silencieux, comme si Brando disait sans le dire « Tu ne sais pas encore ce qui arrive. Tu crois que tu contrôles ta légende. Un jour, ta légende te contrôlera. » Et c'est précisément pour cela que, rétrospectivement, l'idée d'un hommage prend sens. Pas un hommage au succès, un hommage à cette part de Depp que Brando aurait perçue avant tout le monde. L'innocence, oui, mais une innocence déjà blessée, déjà sur la ligne de fracture. La gloire chez Brando a toujours eu un goût de fer. Elle lui a donné le pouvoir et elle l'a puni d'avoir révélé trop de vérité. Chez Depp, elle arrive plus tard, différemment, comme une vague continue. D'abord l'acteur culte, puis la star, puis le symbole planétaire. Et dans cette ascension, il y a une ressemblance troublante entre les deux hommes. Ils deviennent célèbres pour leur liberté, puis on tente de leur confisquer cette liberté au nom de l'image. Après Don Juan de Marco, les trajectoires s'écartent, mais le contraste devient presque pédagogique. Brando, dans ces années-là, incarne déjà une époque révolue, le cinéma comme territoire de scandale et de révolution artistique. Il reste l'homme de Un tramway nommé Désir, 1951, de Sur les quais, 1954, puis du Parrain, 1972, et d'Apocalypse Now, 1979. Il n'est pas seulement un acteur, il est un mythe dont l'industrie se sert, parfois malgré lui. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, mais il se débat encore contre l'appétit du monde pour sa légende. Depp, lui, entre précisément dans la phase où tout s'accélère. D'un côté, il continue à se construire une filmographie de comédien de choix, avec des auteurs et des univers singuliers. De l'autre, il devient, presque malgré lui, une marque mondiale. La bascule est nette en 2003. Pirates des Caraïbes transforme Johnny Depp en phénomène. Jack Sparrow est un personnage qui aurait pu le ridiculiser. Il en fait une signature. Et l'industrie adore cette transformation. Elle y voit une recette. Le public, lui, y voit un héros étrange, un marginal charismatique, quelqu'un qui survit en dansant sur ses blessures. C'est là que les années de gloire prennent une tonalité particulière. Ce ne sont pas seulement des années de succès, ce sont des années de projection. La foule projette sur Depp ce qu'elle veut. L'homme drôle, l'artiste libre, l'icône sexy, l'enfant perdu, le rebelle inoffensif. Et plus on projette, plus l'individu réel disparaît. Brando savait exactement ce mécanisme. Il l'avait vécu de façon brutale, à une époque où l'on pardonnait moins les écarts. Lui aussi a été un objet de fantasme collectif. Le beau sauvage, l'animal, le génie, le scandale. Puis on a voulu qu'il se tienne,
qu'il soit reconnaissant, qu'il se comporte, et quand il refusait, il devenait difficile, incontrôlable. On ne disait pas « il se protège », on disait « il provoque ». Chez Depp, la gloire arrive avec un vernis plus moderne, les tapis rouges, les franchises, les audiences mondiales. Mais le fond est le même, la star devient un terrain de guerre. Et ce qui rend son cas encore plus complexe, c'est que Depp, en période de triomphe, garde des traces visibles de timidité et d'enfance. Il ne joue pas le conquérant. Il semble parfois surpris qu'on l'adore. Il parle de ses personnages comme d'abris. Il donne l'impression vraie ou construite d'un homme qui préfère l'atelier au trône. Dans les années 2000, il accumule les succès et les images. Charlie et la chocolaterie, 2005, Sweeney Todd, 2007, La suite des pirates, et toute une galerie de figures maquillées, masquées, transformées. Ce détail n'est pas anecdotique. Quand un acteur s'expose au monde entier, il peut soit s'offrir, soit se camoufler. Depp choisit souvent le camouflage artistique. Et plus il se camoufle, plus le public croit le connaître. Brando, lui, avait choisi une autre stratégie, la rupture. Il sabotait parfois l'attente, il résistait. Il détestait l'idée de donner sa vie privée comme monnaie d'échange. Dans ces dernières années, il devient le symbole d'une star qui n'accepte plus le contrat implicite. Tu es célèbre, donc tu nous appartiens. Depp, pendant ses années de gloire, semble encore accepter une part du contrat. Il sourit, il signe, il joue le jeu. Mais on sent déjà le prix, une fatigue, une pression, une nécessité de rester le même pour des millions de gens. Et c'est peut-être là que se dessine le fil rouge entre eux. L'innocence blessée n'est pas seulement un thème, c'est une trajectoire. L'innocence, c'est croire que le talent suffit, que le public aime ce que vous faites, pas ce que vous êtes. La blessure, c'est découvrir que la célébrité ne veut pas seulement votre travail, elle veut votre histoire, vos erreurs, vos failles, vos silences. Brando l'avait appris avant tout le monde, parce qu'il appartenait à une génération où la star n'avait pas de refuge numérique, pas de filtre, pas de pause. Depp l'apprend dans un monde où la gloire est permanente, où chaque geste devient archive, où l'opinion se fabrique en temps réel. Les années de gloire, chez lui, sont aussi les années où l'on accumule des munitions contre soi, sans le savoir. Et pendant que le public applaudit, pendant que les chiffres montent, pendant que les personnages se multiplient, une question se forme, en arrière-plan, comme un bruit sourd. Combien de temps un homme peut-il rester innocent quand il devient un symbole? Johnny Depp a longtemps donné l'impression d'un homme qui encaisse en silence, comme si la tempête, pour lui, n'était pas un événement exceptionnel, mais un climat intérieur. Et dans les années qui suivent la gloire absolue, quelque chose change. Ce qui était protection devient fatigue. Ce qui était mystère devient soupçon. Ce qui était excentricité devient matière à procès. Au début, les fissures ne se voient pas, elles se devinent, dans la manière dont l'industrie parle de lui, dans ses phrases qui arrivent toujours de façon neutre, presque administrative. Il est imprévisible, il est en retard, il coûte cher. On a entendu cela sur Brando déjà, les mêmes mots, la même musique. Mais alors, à quel moment un artiste devient-il un problème aux yeux d'Hollywood? Quand il n'est plus docile? Quand il n'est plus rentable? Ou quand sa fragilité ne tient plus dans un communiqué? Pour Depp, ces années-là sont celles d'une double pression. D'un côté, la franchise Pirates des Caraïbes le fixe dans une image mondiale. De l'autre, il continue à chercher des rôles, des expériences, des auteurs, comme pour respirer. Pourtant, le système n'aime pas les contradictions. Il veut un personnage stable, une marque stable, un comportement stable. Et Depp n'est pas stable, il est humain, donc instable. Et cette humanité, avec le temps, devient une faille exploitable. Pourtant, l'essentiel n'est pas seulement professionnel. Les fissures les plus visibles émergent dans la sphère intime, celle que le public regarde toujours avec une curiosité féroce. Pendant des années, l'histoire avec Vanessa Paradis a ressemblé à un refuge. Un couple discret, 2 enfants, une vie loin du cirque. Dans l'imaginaire collectif, c'était presque un conte. L'icône rock s'est apaisée. Puis la séparation arrive, officiellement en 2012. Pas de scandale immédiat, pas de guerre médiatique à ce moment-là. Mais une rupture, c'est aussi un déplacement de gravité. Ce qui tenait l'homme se déplace ailleurs, et parfois, ça ne tient plus. Ce soir-là, et ce soir-là peut être une métaphore, une période, un moment où tout s'accumule, Depp entre dans une zone où il est davantage exposé. Une nouvelle relation, plus médiatisée, un regard public plus intrusif.
et surtout une époque où la moindre rumeur se transforme en verdict avant même d'être un fait. Dans le même temps, les signes de fragilité s'additionnent. Des tensions sur les tournages, des récits contradictoires, des articles qui se nourrissent de sources anonymes. Le corps aussi envoie ses messages. Fatigue, amaigrissement, visage marqué. Le public ne voit pas la cause, seulement l'effet. Et dans un monde qui exige des héros impeccables, un effet suffit à déclencher la suspicion. Mais alors, où commence la fissure réelle et où commence la fissure fabriquée? C'est toute l'ambiguïté du cas Depp. On ne sait jamais si l'on regarde un homme en train de vaciller ou un récit en train de se construire sur lui. Et c'est précisément ce que Brando aurait compris immédiatement. Brando, qui détestait les médias quand il fabriquait une vérité. Brando, qui savait qu'une réputation peut devenir une prison plus solide qu'un tribunal. Car chez Brando, les fissures ont été plus anciennes, plus profondes, presque structurelles. Il avait affronté la célébrité comme on affronte une machine. Il avait refusé des règles, il avait payé le prix. Il avait aussi souffert de drames personnels, de désordre intime, de culpabilité. Mais il avait appris, très tôt, à ne pas laisser le monde écrire son histoire à sa place, même si, parfois, il en était incapable. Depp, lui, semble avoir cru longtemps qu'en restant silencieux, en continuant à travailler, le bruit finirait par retomber. Pourtant, le silence dans l'ère moderne n'est pas une protection, c'est un espace vide que les autres remplissent. Et plus l'espace est grand, plus les interprétations deviennent violentes. Les fissures, ce sont aussi les amis, les proches, les collaborateurs, qui deviennent des témoins, des sources, des camps ou des contre-camps. Une star à ce niveau ne vit plus entourée de personnes, elle vit entourée de positions. Chaque relation peut être lue comme une alliance, chaque parole peut être archivée, chaque message peut être extrait, et le moindre geste intime devient un élément de dossier. Pourtant, ce qui bouleverse dans cette période, ce n'est pas seulement la chute d'une image, c'est la sensation que l'homme est dépossédé, dépossédé de son rythme, de sa version, parfois même de son propre visage, tant il est commenté, disséqué, comparé à ce qu'il était avant. C'est là que l'on comprend l'expression « innocence blessée ». Ce n'est pas une innocence morale, c'est une innocence psychique. L'idée naïve qu'on peut vivre, aimer, échouer, se relever, sans que le monde entier se sente autorisé à juger la moindre cicatrice. Et quand les fissures deviennent visibles, quand l'opinion se polarise, quand l'industrie commence à prendre ses distances, une crise se prépare, pas seulement une crise médiatique, une crise de survie. La crise, ce n'est pas le moment où tout s'effondre. C'est le moment où l'on comprend que tout était déjà fissuré et que désormais, chacun regarde la fissure comme un spectacle. Pour Johnny Depp, le basculement prend la forme d'un choc public, mondial, interminable. Une affaire intime devient un dossier, puis une bataille d'images, puis une guerre de camps. On ne parle plus d'un couple, on parle d'un symbole. Et quand un homme devient symbole, il cesse d'être traité comme un être humain. Il est réduit à une lecture. Tout commence réellement aux yeux du grand public en 2016. Cette année-là, Amber Heard demande le divorce et obtient une ordonnance restrictive temporaire. Les images, les déclarations, les récits apparaissent. L'espace médiatique se remplit immédiatement. Et très vite, la nuance disparaît. La foule demande un coupable, un verdict, une histoire simple. Or, la réalité intime n'est jamais simple, et encore moins lorsqu'elle est transformée en preuve de morale. Mais alors, comment résumer ce qui, par nature, refuse d'être résumé? Une relation, la violence verbale, les humiliations, les accusations croisées, les addictions, les zones d'ombre. Et surtout, cette chose insupportable, l'impression que la vérité se joue autant dans l'opinion que dans les faits. Ce n'est pas seulement un drame privé, c'est une mise en accusation à ciel ouvert. Pour Depp, l'impact est immédiat. Son image, jusque-là associée à l'artiste excentrique et attachant, se charge d'une gravité nouvelle. Certaines productions prennent leur distance, des collaborations s'éloignent, et les réseaux sociaux, eux, deviennent le tribunal permanent. Dans une époque où l'on partage avant de vérifier, où l'on s'indigne avant de comprendre, le silence n'est plus un choix stratégique, c'est un abandon de terrain. Pourtant, il y a un détail que beaucoup oublient. La crise ne commence pas au tribunal. Elle commence dans l'isolement. Dans ce moment où l'on découvre que les gens qui riaient avec vous hier hésitent à vous saluer aujourd'hui. La crise, c'est l'air qui change autour de vous. C'est l'industrie qui vous regarde comme un risque. C'est le public qui vous regarde comme un dossier. Et là, Johnny Depp retrouve malgré lui
une expérience que Marlon Brando connaissait trop bien, la punition du mythe. Brando, dans sa vie, avait vu comment une star peut être adulée puis humiliée, parfois sans que son travail change. La différence, c'est l'époque. Brando a souffert d'un monde où la presse dominait. Depp souffre d'un monde où tout le monde est presse, où chaque spectateur peut devenir procureur, où la répétition d'une rumeur fabrique une réalité émotionnelle. Ce soir-là, et ce soir-là, peut renvoyer à cette période 2016 à 2018, où tout se durcit. La crise devient totale parce qu'elle ne laisse aucun refuge. Il n'y a plus de hors-champ, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus que des fragments, des photos, des messages, des extraits, des versions. On ne voit pas une histoire, on voit des pièces détachées. Et surtout, il y a cette chose que la célébrité rend atroce, l'impossibilité de souffrir calmement. Un homme ordinaire traverse une rupture dans l'ombre. Une star traverse une rupture sous projecteur. Chaque larme devient un argument. Chaque faiblesse devient une preuve. Chaque hésitation devient un mensonge. La crise, ce sont aussi les conséquences professionnelles. Les grandes franchises, celles qui avaient fait de Depp un pilier, commencent à s'éloigner. Les marques se protègent. Les studios évaluent le coût réputationnel. Et dans cette logique, l'humain n'existe plus. Il n'y a que l'image. Il n'y a que le risque. Pourtant, la crise la plus violente reste intérieure. Parce que lorsque le monde vous condamne, même à tort, vous commencez à douter de votre propre identité. Vous vous demandez « Qui suis-je si ma réputation me précède partout ?» Et l'on devine alors la logique de l'innocence blessée. Ce n'est pas seulement l'innocence d'un homme accusé, c'est l'innocence de croire que votre histoire vous appartient. Dans ces années-là, Depp est aussi associé, publiquement, à des récits d'excès, alcool, substances, comportements erratiques. Certains éléments sont réels, d'autres amplifiés, d'autres instrumentalisés. Mais l'effet médiatique est identique. On fabrique une figure. On ne cherche pas à comprendre, on cherche à classer. Brando, lui, avait répondu à la machine par la provocation, parfois par le retrait, parfois par le sabotage. Depp, au début, semble choisir l'endurance. Il attend, il laisse passer, il tente de survivre à la vague. Et puis il comprend que la vague ne se retire pas d'elle-même, qu'elle reviendra encore tant qu'on lui donnera une histoire à manger. Et c'est à ce moment-là que la crise devient rupture. Rupture avec l'idée que le temps répare tout. Rupture avec l'idée que le silence protège. Rupture avec l'idée qu'un acteur est jugé seulement sur son art. Après la tempête, il reste des débris, des contrats perdus, des amitiés fragilisées, un corps fatigué, une réputation fracturée. Et au milieu, une question qui obsède. Comment vivre quand votre nom est devenu un champ de bataille? Après la tempête, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de renaissance immédiate, comme dans les récits faciles. Il y a un silence lourd, un monde qui continue à parler de vous, tandis que vous apprenez simplement à respirer. Pour Johnny Depp, l'après n'est pas un retour triomphal. C'est une période où l'on mesure ce que la crise a réellement détruit. Pas seulement une image, mais une stabilité, une confiance, une capacité à se sentir à sa place dans l'espace public. Et ce qui est terrible, c'est que l'après ne se vit pas en privé. Même l'après devient un chapitre du spectacle. Il y a d'abord les décisions de l'industrie, celles qui arrivent sans tendresse. Certaines collaborations s'éloignent, des franchises se réorganisent. Le discours est toujours le même, ce n'est pas personnel, c'est une question de contexte, on ne peut pas prendre de risques. Pourtant, quand on enlève à un acteur son travail, on lui enlève plus qu'un rôle, on lui enlève un langage, on lui enlève une manière de se tenir debout. Alors Depp se replie, pas forcément de façon spectaculaire, plutôt comme quelqu'un qui cherche un endroit où la foule ne crie pas. Il se rapproche de l'Europe, de projets moins bruyants, de plateaux moins industriels. Il apparaît parfois épuisé, parfois déterminé, souvent opaque. Il donne l'impression de vivre dans un entre-deux, toujours connu de tous, mais de moins en moins entendu comme personne. Pourtant, dans ce repli, il y a aussi une stratégie, une façon de reprendre le contrôle, de redevenir un artiste avant d'être un sujet. On l'a vu, par exemple, choisir des films qui ne promettent pas un box-office gigantesque, mais une respiration. Minamata, où il incarne le photographe W. Eugene Smith, relève presque d'un geste moral. Un personnage marqué, hanté, engagé. Comme si Depp cherchait un miroir qui ne soit pas celui des tabloïds. Et puis il y a les procédures judiciaires, qui continuent à structurer l'après. Parce que la tempête médiatique n'est pas seulement un cycle de news,
C'est une trace administrative, une chronologie de plaintes, de procès, d'audiences. L'après, chez Depp, est donc aussi un temps où l'on vit avec des dates, des documents, des fragments de vie devenus pièces de dossier. Dans cet après, des phrases surgissent, dites publiquement, qui ressemblent à des éclats de vérité personnelle. Depp, à plusieurs reprises, a évoqué le sentiment d'avoir été trahi, sali, utilisé. Il a parlé de la douleur de voir son nom transformé en slogan. Et il y a cette manière de s'exprimer, souvent, avec pudeur, comme un homme qui ne veut pas se plaindre, mais qui ne peut plus faire semblant que tout va bien. Mais alors, comment redevenir soi-même après avoir été disséqué ? C'est là que l'ombre de Marlon Brando redevient pertinente. Brando avait une connaissance intime de l'après, parce qu'il avait vécu lui aussi des périodes où l'industrie le regardait comme un risque, un caprice, un problème. Il avait vu la célébrité se retourner, et il avait appris que la meilleure façon de survivre n'était pas de convaincre tout le monde, mais de choisir à qui l'on parle. Brando se protégeait en réduisant la scène, en gardant un noyau, en refusant le spectacle intime. Depp, dans l'après, semble apprendre la même leçon, mais plus tard, plus violemment. Il ne peut pas éteindre le bruit, mais il peut décider où il place sa voix. Et c'est précisément ce que l'on observe. Moins d'interviews de charme, moins de présence légère, plus de distance. Comme s'il avait compris que la gentillesse publique ne protège pas contre la violence publique. Pourtant, l'après ne se résume pas à une posture. Il y a aussi un homme qui traverse une forme de deuil. Le deuil de l'image qu'il avait de la célébrité, le deuil de certaines relations, le deuil de la naïveté. On le sent dans ses apparitions. Parfois il sourit, mais le sourire paraît plus prudent. Parfois il plaisante, mais la plaisanterie semble être une technique de défense. Et puis il y a les mots des autres, des proches, des collaborateurs, des acteurs, des réalisateurs, qui parfois prennent la parole. Certains le soutiennent, d'autres se taisent. Et ce silence collectif est souvent plus brutal qu'une attaque, parce qu'il signifie que l'on a peur de votre nom. Ce qui est particulier, dans l'après-Depp, c'est que le public se divise. Il y a ceux qui veulent réparer l'image, ceux qui veulent punir définitivement, ceux qui ne veulent plus rien entendre. Et au milieu, un homme qui ne contrôle plus la signification de son propre visage. Alors il se raccroche à des gestes concrets, travailler quand c'est possible, peindre, jouer de la musique, s'entourer de quelques fidèles. Ce sont des gestes d'artisan presque, pas de star, comme si l'après exigeait de redevenir petit pour survivre à l'immense. Et c'est ici que la tension monte vers la suite, parce que l'après n'est pas seulement une période de reconstruction. C'est le moment où l'on décide si l'on se tait pour toujours ou si l'on finit par parler. Il y a un moment où le silence ne protège plus. Il étouffe. Johnny Depp n'a jamais été un homme de confession spectaculaire. Même au sommet, il parlait rarement de lui comme on l'attendait. Il parlait de personnages, d'objets, de musique, de peinture. Il se cachait derrière l'art, parce que l'art, au moins, ne trahit pas. Mais après des années de tempête, une évidence s'impose. Se taire, c'est laisser les autres écrire votre biographie à votre place. Alors vient la révélation. Pas comme un coup de théâtre, plutôt comme une phrase qu'on prononce en tremblant légèrement parce qu'on sait qu'elle va rester. Une phrase qui ne cherche pas à gagner, mais à rétablir une dignité. Dans cette affaire qui l'a englouti, ce que Depp finit par dire, et surtout par faire, c'est que son combat n'est pas seulement juridique, il est existentiel. Il ne s'agit pas uniquement de prouver un fait, mais de refuser une définition imposée. Refuser d'être réduit à une étiquette. Refuser que la complexité d'une vie devienne un slogan mondial. Il y a dans ses déclarations publiques au fil du temps une ligne constante. Le sentiment d'avoir été transformé en exemple. Comme si l'on avait pris son nom pour construire une leçon morale immédiate avant même de chercher la vérité complète. Et c'est là, précisément, que l'on entend l'innocence blessée. Non pas l'innocence d'un enfant, mais l'innocence d'un homme qui découvre que l'opinion peut être plus rapide que la justice, plus brutale que les faits, plus définitive que la nuance. Pause. Ce qu'il brise, en brisant le silence, c'est aussi une autre illusion. L'illusion que la célébrité donne du pouvoir. En réalité, elle donne de la visibilité. Et la visibilité, quand elle se retourne contre vous, devient une vulnérabilité absolue. Depp finit par le dire, presque sans emphase. Il a vu comment une accusation, une rumeur, un récit pouvait traverser la planète en quelques heures et vous enfermer dans une identité que vous ne reconnaissez pas. Mais alors, pourquoi maintenant ?
Pourquoi parler? Pourquoi s'exposer encore après avoir été déchiré? Parce qu'il y a une limite à la disparition, une limite à l'effacement. Un homme peut accepter d'être critiqué, il peut accepter d'être moqué, mais être privé de sa voix, être privé de sa version, être privé de la possibilité même d'être entendu, cela devient une forme de mort symbolique. Et c'est là que la révélation prend une dimension presque documentaire. Depp ne raconte pas seulement une affaire, il décrit un mécanisme moderne, une société qui juge en flux continu, un monde où l'on confond parfois émotion collective et vérité, un monde où l'intime, message, dispute, dérapage, humiliation n'est plus un espace privé, mais un matériau que l'on découpe, que l'on publie, que l'on commente jusqu'à l'épuisement. Pause. À ce stade, une figure revient en creux, Marlon Brando. Parce que Brando, lui, avait compris une chose très tôt. Le public ne veut pas seulement voir votre art, il veut posséder votre histoire. Et quand Brando refusait, il devenait monstrueux aux yeux des journalistes. Quand Depp refuse, il devient opaque, suspect, calculateur. Deux époques, deux vocabulaires, mais la même violence, l'exigence de transparence totale. Ce que la révélation de Depp met au jour, c'est aussi le prix humain du scandale permanent. Il parle directement ou indirectement de l'effet sur le corps, sur le sommeil, sur la confiance. Il évoque la trahison, la honte, l'humiliation publique. Il laisse entendre qu'il a compris tardivement que certaines batailles ne se gagnent pas uniquement devant un juge. Elles se gagnent en survivant psychiquement à la déshumanisation. Et là, une phrase implicite se dessine. Je ne me bats pas pour être aimé. Je me bats pour ne pas être effacé. Pause. La révélation, c'est aussi le choix de s'adresser à ceux qu'on ne voit jamais. Ceux qui regardent sans commenter, ceux qui jugent sans connaître, ceux qui ont, eux aussi, été enfermés dans une version. Depp semble dire « La réputation peut tuer. Elle peut vous couper de votre travail, de vos proches, de votre futur. Et si cela m'est arrivé, cela peut arriver à n'importe qui simplement avec moins de caméras. » Mais attention, il ne se présente pas comme un saint. Et c'est là que le propos devient plus crédible. Il ne cherche pas à incarner la perfection. Il cherche à rétablir une humanité. Il reconnaît l'ombre, les excès, la fragilité. Il refuse seulement que ces fragilités soient utilisées comme preuve automatique d'une identité monstrueuse. Et c'est peut-être au fond la part la plus brandoienne de cette révélation, la lucidité. Brando n'aimait pas les mythes propres, il n'aimait pas les héros sans bout. Depp, en brisant le silence, ne demande pas un mythe, il demande une lecture plus adulte, celle où un homme peut être imparfait sans être réduit à une caricature. Pause. La révélation n'apporte pas la paix immédiate. Elle apporte autre chose, une ligne. Un point à partir duquel il n'est plus seulement l'objet d'un récit, il redevient au moins un instant le sujet. On croit souvent que les histoires publiques se terminent par une victoire ou une défaite. En réalité, elles se terminent presque toujours par une fatigue. Une fatigue de raconter, une fatigue d'être regardé, une fatigue d'être réduit à un chapitre, alors qu'une vie n'est jamais un chapitre. C'est un désordre, des contradictions, des jours ordinaires et quelques instants qui laissent des cicatrices. Johnny Depp, après la tempête, n'est pas devenu un homme nouveau. Il est devenu un homme plus conscient, plus prudent, plus fermé parfois. Comme si l'expérience lui avait appris que la confiance est un luxe et que l'amour du public n'est pas un abri, c'est un courant d'air. On vous y réchauffe, puis on vous y expose. Et Marlon Brando, dans ce récit rétrospectif, ne revient pas comme un juge. Il revient comme une ombre utile, une mémoire, un ancien qui aurait reconnu chez Depp une vérité trop humaine. L'innocence ne disparaît pas parce qu'on est célèbre. Elle disparaît quand on découvre que le monde préfère les récits simples aux âmes compliquées. Ce qui demeure, quand le bruit s'éloigne, c'est une question plus fine. Qu'est-ce que l'on fait, collectivement, des êtres que l'on a adorés? Les laisse-t-on vieillir, se tromper, souffrir, changer, comme tout le monde? Ou exige-t-on d'eux une pureté impossible, une cohérence parfaite, une transparence totale? La célébrité, au fond, est une expérience sociale violente. Elle fabrique des idoles pour mieux tester la cruauté de la foule. Depp aura traversé cela dans un monde où tout s'enregistre, où tout se découpe, où chaque mot peut devenir une arme. Et ce qui frappe, quand on regarde l'ensemble, c'est le paradoxe. On a voulu connaître la vérité et on a produit un excès de version. On a voulu juger et l'on a parfois oublié d'écouter.
On a voulu protéger des principes et l'on a parfois piétiné des personnes. Pourtant, il serait trop facile de conclure par une leçon. Un documentaire n'est pas un tribunal. Il n'a pas à distribuer des absolutions. Il a seulement à éclairer la zone grise. Et la zone grise, ici, est immense. Celle de l'intime exposé, de la douleur mise en spectacle, des failles transformées en slogans. Brando, lui, avait passé sa vie à refuser cette logique. Il avait compris que l'image publique est un masque qui finit par coller à la peau. Il avait compris aussi que l'innocence blessée n'est pas une posture, c'est un état. Celui d'un être qui, à un moment, s'est dit « Je croyais que mon travail suffirait » et qui découvre que le monde exige davantage, qu'il exige votre histoire, votre chair, vos contradictions, vos mauvais jours. Alors l'hommage, finalement, ne ressemble pas à une phrase prononcée au micro. Il ressemble à une continuité silencieuse entre deux hommes. Brando, qui, par sa méfiance, avait tenté de préserver une zone inviolable. Depp, qui, par son combat, tente de reconquérir cette zone, plus tard, plus cher, plus publiquement. Et si l'on accepte de regarder sans camp, sans slogan, une chose apparaît. L'être humain derrière l'icône. Un homme capable de créer des personnages qui consolent les autres, mais qui, lui, n'a pas toujours su se consoler. Un homme dont le visage a été projeté sur des écrans géants, mais dont la vie intérieure reste, au fond, opaque. Et cette opacité n'est pas un mensonge, c'est une frontière. Dans les dernières images de cette histoire, il n'y a pas de triomphe net. Il y a une continuation. Un homme qui travaille quand il le peut, qui parle quand il le doit, qui se tait quand il n'a plus la force. Et un public, nous, qui apprend ou qui refuse d'apprendre que la vérité humaine est rarement spectaculaire. Elle est lente, elle est contradictoire, elle est parfois inconfortable. C'est peut-être cela, le vrai héritage de Brando transmis à Depp. Ne pas confondre l'amour avec la possession. Ne pas confondre la curiosité avec le droit de pénétrer. Ne pas confondre une image avec une personne. Et au bout du compte, que reste-t-il? Il reste un nom qui a traversé l'adoration et la haine, sans jamais cesser d'être un nom d'homme. Il reste un regard fatigué qui, malgré tout, continue à chercher une place où l'on n'a pas besoin de se justifier. Et il reste cette idée simple, presque immobile. L'innocence n'est pas l'absence de faute. C'est la capacité de croire encore à une nuance. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.